Félix Biscaret, il a eu, je pense il a beaucoup de courage parce qu'aller à Cuba, c'est comme, je sais pas, aller jouer au foot en Argentine. Hein. Il y a beaucoup de très bons cinéastes, hein, et de très bons acteurs. Ah oui, pardon. Hein, il y a de très bons acteurs et je dois dire, bon, vous avez vu comme il a su. Par ailleurs, je dois dire que je n'avais pas fait la relation entre le roman qui avait servi, enfin, dont il s'était inspiré pour Bajo las Estrellas, hein, Fernando Lamburu, et qui est un romancier qui maintenant a un succès extraordinaire avec un roman qui s'intitule Patria, hein, où il montre toute la complexité du monde du Pays Basque. Et où on voit quelque chose, il y a une chose à laquelle je suis extrêmement sensible, c'est l'humour qu'on trouve dans les romans de ce romancier et dans le film, évidemment. Dans le film, je pense, ça c'est extraordinaire. Un humour évidemment très élégant. Les effets ne sont pas soulignés, comme vous avez vu, me semble-t-il. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. Mais ben, c'est vraiment une réussite. Le rythme, la musique, les acteurs, évidemment, les acteurs extraordinaires. Jorge Perugorilla, hein, il a bien vieilli, il s'est bonifié comme le bon vin. Et justement, cette vision ironique, un peu désabusée, hein, c'est sur... bon, ce sont des gens qui ont connu la Révolution. Alors, il y a des petites touches, l'élégance, hein, des allusions. Vous avez vu, par exemple, dans les années où ils étaient, ils allaient dans ce lycée, eh bien, ils écoutaient les Beatles, tout ça, et ils avaient été sanctionnés. Hein, la sanction, c'était de les envoyer, comme on disait à Cuba, à l'agricultura. Hein, c'était pas, hein, à les cultiver, tout ça, c'était un peu dur, quoi. Hein. Bon, par exemple. Et il se souvient de ça, mais en même temps, hein, il y en a, il a fait des études, il est docteur, tout ça, vous voyez. Petite allusion, le Flaco, eh bien, il a été en Angola. Hein, quand on va à Cuba, on voit beaucoup. Hein, il y a eu des milliers et des milliers de Cubains qui sont allés en Angola. Hein, ils ont été envoyés. Bien. Vous voyez aussi également la petite allusion, le médecin qui revient du Venezuela. Voilà. Hein, c'est des touches. Je trouve que c'est très, très bien fait. Je trouve que c'est très élégant. Et également, je suis très sensible à l'humour, ce n'est pas souligné. Et, bon, et le jeu, les acteurs sont remarquables, évidemment. Hein, Jorge Perugorilla, et puis l'actrice, qui est une actrice colombienne, qui est assez remarquable, disons. Voilà. Et de toute façon, à Cuba, il faut dire qu'il y a vraiment de très belles personnes. Les personnes sont belles. Même les gens qui ont 90 ans, ils sont beaux parce qu'il y a une désinhibition. C'est vrai. Et je me souviens même dans un film remarquable d'Agnès Varda, Salut les Cubains, en court-métrage. Hein, Agnès Varda, en 66, elle avait filmé en 62. Elle s'émerveille déjà sur ces corps cubains. Vous voyez, voilà. Par exemple, ça c'est une sorte d'introduction, hein, sur voilà, ce personnage, et ce personnage très bien rendu, évidemment, ce policier désabusé. Également, le fait que maintenant, vous voyez, c'est devenu, la drogue arrive même jusque, hein, dans les établissements scolaires, là-bas, vous voyez, hein, ce qui était sacré. Mais en même temps, le fait que, justement, Mario Conde, c'est quelqu'un qui a encore une éthique, une morale, voilà, hein, dans ce monde, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment extraordinaire, c'est un très beau film. Et il pourra parler, je pense, c'est une coproduction, hein, hispano-cubaine. Et ça, c'est très important parce que à Cuba, il y a des difficultés pour trouver des capitaux, quoi. Et là, l'Espagne peut faire beaucoup, a déjà fait beaucoup, et peut faire beaucoup. Il vous parlera, hein, va parler de tout cela. Par exemple, ça c'est pour lancer le débat, si vous voulez. Peut-être que tu peux ajouter qu'on avait vu ce film en compagnie de Luciano. Ah ben oui, oui, bien sûr. Et on a vu le film en compagnie de Luciano Castillo, qui est le directeur de la Filmoteca cubaine, et qui a autrefois été à l'école de San Antonio de los Baños, l'école mythique, hein, où justement le cinéaste de tout à l'heure a étudié. San Antonio de los Baños, c'est une fondation avec García Márquez, tout ça. Enfin, hein, beaucoup de choses qui sont vraiment très, très intéressantes à Cuba. Et on lui avait posé la question parce qu'on était toujours inquiet. On s'est dit, est-ce que c'est le regard d'un Espagnol, ou est-ce que toi, comme vraiment
cubain, spécialiste, directeur de la Cinémathèque, il a dit « Ningún cubano lo hubiera hecho mejor ». Voilà, Donc on est sorti avec ça. Oui, Donc aucun Cubain aurait vraiment pu faire mieux. Et par exemple, vraiment... respecter, disons, la saveur de cette langue cubaine, que tu dis, chico, voilà, voilà. C'est bon, c'est très élégant, c'est très bien fait, c'est vraiment une chance d'avoir. Et vous avez vu comment à La Havane, c'est un personnage du film si important. Et je vous dis, allez à La Havane avant qu'il ne soit pas trop tard, il n'est jamais trop tard, mais enfin, le plus vite possible. C'est vraiment beau. Et vous voyez également, il dit La Havana décadente, tanto decaer, est décadente, mais c'est une belle, la beauté, une belle décadence quand même, une décadence qui est belle, voilà, encore. Et puis ces couchers de soleil, enfin tout ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Nous avons la chance d'avoir vu ça. Merci beaucoup. Donc, pour lancer le débat, par exemple. Sí, yo hablo muy a gusto. Has introducido tantos temas que desde luego sí hay muchas cosas donde podría añadir información. Me ha gustado mucho ese paralelismo que has hecho con mi película anterior. Supongo que también los productores de esta película se fijaron en que había Bajo las estrellas también era adaptación de un material original literario, también centradas en un personaje central algo desastroso en apariencia, pero con un, no sé, con un fondo humano, ¿no? Interesante. Y efectivamente el humor para mí es una parte muy importante de, a lo mejor es eso, es... Oui, si, parce que sinon... Oui, en fait, il y a beaucoup de thèmes qui ont été proposés là et c'est sûr que je vais pouvoir rajouter d'autres choses et d'autres informations. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il parle de mon film précédent et du parallèle qu'il y a entre celui-ci et l'autre. Je pense qu'en effet, les producteurs de ce film ont dû remarquer que Bajo las estrellas, sous les étoiles, était également donc une adaptation d'un livre et qu'il était centré sur un personnage qui était également assez désordonné, enfin un peu désastreux quoi, comme personnage, en apparence, parce que le fond humain qu'il y a en lui est vraiment, existe vraiment. Et il y a aussi cet humour qu'on trouve dans le roman et que moi, j'aime aussi pouvoir développer dans le film. También has tocado temas que para nosotros era muy importante, que la película funcionara a nivel internacional, pero no fuera el hazme reír dentro de Cuba. Eso conllevaba un rigor, me exigió a mí, como antes comentaba, cubanizarme, convertirme en un experto conocedor de La Habana, humildemente creo que lo puedo decir. Yo guiaba a veces a lugares al equipo, ¿no? Al equipo cubano, les guiaba a lugares de rodaje donde decían nunca nadie nos había traído hasta aquí y eso para mí me halagaba como director de esta coproducción hispano-cubana. Y porque sí, quizás otro de las cosas donde me gusta a mí hacer hincapié es en que los directores somos creadores de atmósferas. Tomamos un material, en este caso de origen literario, y tenemos que volcar de la mejor manera posible todos los elementos visuales para recrear esa historia, ¿no? ¿Cuál es la mejor atmósfera para recrear ese mundo que del que estamos hablando? Y por último, además del poder visual que tiene La Habana, también añadiría lo que tú comentabas del lenguaje, ¿no? El lenguaje también debía ser comprensible a nivel internacional, pero respetando el alma habanera, ¿no? Las expresiones que a lo mejor no se utilizan en ningún otro lugar del mundo, del mundo hispanohablante,
pero que yo creo que se podían entender. O sea, las respetábamos porque eran parte del alma de los personajes y considerábamos que no iban a entorpecer la comprensión de un público internacional hispanohablante. Et c'est vrai qu'il a touché, il a parlé de thèmes importants comme par exemple le fait que le film, évidemment, on le pensait pour une sortie internationale, mais on ne voulait pas non plus qu'à l'intérieur de Cuba, on puisse rire de ce film et se dire qu'il n'avait rien à voir avec ce que vraiment Cuba est. Et donc, je suis assez rigoureux à ce niveau-là. Et comme je disais tout à l'heure à la présentation, j'ai vraiment essayé de me cubaniser, en quelque sorte, et devenir un expert de la Havane. Et humblement, je pense que j'y suis parvenue parce qu'à un moment donné, avec l'équipe cubaine, justement avec laquelle je tournais, je les ai amenés dans des endroits pour justement tourner où eux-mêmes m'ont dit qu'ils n'y avaient jamais mis les pieds, qu'ils ne le connaissaient pas. Et c'était pour moi un grand honneur que d'arriver à les surprendre avec leur propre pays, avec leur propre ville. Il y a des choses sur lesquelles j'aime bien aussi pointer du doigt, et comme par exemple le fait que les réalisateurs sont des créateurs d'atmosphère et que justement à partir d'une origine qui est littéraire, je trouve que ce qui est essentiel, c'est d'arriver à faire en sorte que ce monde qui a été créé de manière littéraire puisse justement se recréer dans un film, de retrouver ces éléments visuels, mais d'en faire vraiment une atmosphère propre au film aussi. Et ça, c'est quelque chose que je travaille énormément. Justement, vous avez pu voir le pouvoir visuel qu'a la Havane, mais il y a également le langage qui est important parce que, évidemment, il était en espagnol, donc destiné à un public latino-américain, enfin, qui parle l'espagnol. Et donc, on voulait évidemment respecter un petit peu la compréhension de ce qui se disait. Mais en même temps, on avait besoin de garder quand même ces expressions typiquement de là-bas pour pouvoir justement transmettre une partie de l'âme de ces personnages et sans encombrer la compréhension de ce qui était dit. Donc ça, on a beaucoup travaillé aussi. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Buenas tardes. Je vais parler en français. Bon. Moi, j'ai beaucoup aimé les images sur la ville, les images plongeantes de l'urbanisme de la Havane, et aussi sur les bâtiments, les très grands bâtiments. Alors, il y a un truc terrible, c'est le bâtiment où se passe la scène de meurtre, où il y a simplement 2 lumières dans ce bâtiment, alors qu'on pourrait penser qu'à la Havane, tout est éclairé. Il y a aussi le problème de ces bâtiments qui sont désaffectés, en très mauvais état pour la plupart, qui montrent bien ce qu'est la Havane aujourd'hui. Je n'ai pas été à la Havane, mais je suppose, avec ces vues sur les terrasses. Par contre, j'ai un dernier point, je suis resté un peu sur ma faim, sur le fait que El Jardinero, ce policier de la corruption, sont en fait complètement... on les prend pas, ils sont pas pris, ils sont finalement... Cette histoire reste... les pires personnages de cette histoire ne sont pas... Et je crois que dans le roman, ce sujet est traité. Yo creo que no, en la novela esa trama está reducida. He de decir que la trama de la corrupción policial continúa. Esta es la primera parte de una tetralogía de 4 películas. La primera, la que han visto ustedes, Vientos de La Habana, el proyecto, debería empezar por eso, la primera parte
Se estrenó en cines, es una película de cine, se rodó como un proyecto para cine, pero ya desde el principio sabíamos que íbamos a continuar la historia en otras 3 películas, en este caso adaptando las otras 3 novelas de la tetralogía de Las 4 estaciones en La Habana, y las otras 3 se iban a completarla como una miniserie para televisión, de 4 largometrajes que adaptan 4 novelas de Padura. Y ahí es la trama de la corrupción policial tiene una continuación. Es decir, cuando... Sí. Je crois pas. Je crois que dans le roman, en fait, ce thème-là est plutôt même réduit par rapport au film, parce qu'il faut savoir quand même que le thème donc de la corruption de la police, il faut savoir que ce film, donc que vous avez vu, Vientos de La Habana, a été pensé pour le cinéma, mais en fait, il n'est que la première partie de 3 autres films qui ont été ensuite tournés. C'était déjà prévu avant même le tournage donc, du long métrage pour le cinéma. Et donc ces 3 autres films qui reprennent les 3 autres romans qui suivent justement de cet auteur qui sont les 4 saisons de La Havane. Et ces 3 autres films donc, sont pensés en long métrage, mais pour une sorte de mini-série télé. Et donc, cette corruption, justement, ce thème de la corruption policière, là, a été développé et continue dans ces 3 autres films. Cuando tuvimos reuniones en La Habana, Leonardo Padura, los productores y yo, con las instituciones oficiales para conseguir los permisos necesarios para rodar esta historia en La Habana, Leonardo Padura decía: no tienen que preocuparse ustedes porque en mis historias la corrupción institucional se persigue, no es como en España. Je vais traduire qu'on a eu des réunions en Havane avec Leonardo Padura, qui est donc l'écrivain, avec les producteurs et avec les institutions officielles pour avoir justement des permis pour tourner en Havane. Et Leonardo Padura disait vous vous inquiétez pas, parce que dans mes histoires, les corruptions dans les institutions sont poursuivies. Et c'est pas comme en Espagne. También en relación a los permisos para hacer determinadas cosas, fue muy... Para mí, efectivamente, era importante, como director, cómo puedes mostrar una Habana diferente en el sentido que sea específica de esta historia. Supongo que también es uno de los retos de un director cuando encara un proyecto. Voy a rodar en esta ciudad concreta, ¿cómo voy a mostrar la Habana de esta película? No es la Habana turística, no es la Habana de otras películas, es esta. Efectivamente, ahí para mí era importante mostrar esa Habana vista desde el cielo, ese collage de texturas y de pasado histórico que supone sobrevolar La Habana. Y fuimos los primeros, no sé si luego lo habrá hecho alguien más, pero hemos sido los primeros en tener ese permiso para rodar sobrevolando La Habana, ¿no? En esa especie de mosaico abstracto, ¿no? que es La Habana vista desde arriba. Et justement, en tant que réalisateur, je trouve que c'est important de montrer une ville, et ici La Havane, spécifiquement en rapport avec l'histoire qu'on raconte. Et pour moi, c'était très important de faire ça, parce que je voulais montrer la Havane qui correspondait à cette histoire-là, mais pas la Havane touristique ou la Havane d'autres pays. Et donc, justement, on a eu le permis, et je crois qu'on est les premiers à l'avoir, de pouvoir survoler la Havane et d'avoir cette
cette vue fantastique justement de la Havane avec ce collage et cette mosaïque d'appartements, de maisons que l'on peut vraiment apprécier. Et c'est cette texture de collage, ce collage de textures, voilà, j'inverse les mots, et avec toutes ces couches du passé aussi qui sont encore présentes. Quizás podrías contestar a la pregunta que te ha hecho ese señor sobre el urbanismo, las casas y tal. Porque él es urbanista. ¿Cuál es la pregunta? Perdóname, para no... Est-ce que, comme on a dévié vers la corruption, le tournage, est-ce que tu peux refaire ta question, puisqu'elle lui a été transmise, mais peut-être qu'elle est passée... Sur la corruption? Oui, ta question sur l'urbanisme. J'ai eu la bonne réponse. Tu l'as eu? Et puis, bon, je confortais que moi, le regard que j'ai d'urbaniste est très intéressant parce que c'est la réalité quoi, de cette mosaïque d'architecture, de bâtiments qui sont hauts, des bâtiments bas, et surtout d'un état de ce patrimoine, je dis le patrimoine de la Havane. Donc j'ai beaucoup apprécié. Sí, como creo que ya lo expliqué en la presentación hoy de la película, para mí el concepto de rodar un film noir en La Habana era lo que más me atrajo o me hechizó del proyecto. Arquitectónicamente La Habana es única por esa especie de... por su estado de anclado en el pasado, a veces congelado en el tiempo, donde tienes toda esa riqueza histórica que no se ha tocado prácticamente desde la Revolución. Y efectivamente es una belleza casi condenada a desaparecer. En algunos palacios del barrio de la Víbora, yo los vi durante el proceso de preproducción, cuando estaba buscando la casa ideal para el personaje de Conde, y cuando volvía ya para rodar en el barrio de la Víbora, en el barrio de Conde, ya estaban derruidas. Es ver como una belleza histórica en un equilibrio muy frágil ahora mismo. Pero sí, algo que me fascina de La Habana es que digo yo que es imprevisible. O sea, nunca sabes qué te vas a encontrar a la vuelta de la esquina, nunca sabes que nada es homogéneo en La Habana. Está lleno de ese pasado histórico, y sí, es hechizante. Es hechizante. C'est vrai que ce concept justement de pouvoir tourner un film noir à La Havane, c'est quelque chose qui m'a énormément attirée dans ce projet et qui m'a vraiment envoûtée. C'est pour ça, parce que je trouve que architecturalement, La Havane est vraiment unique. Elle est dans un état ancré dans le passé. Elle est comme congelée, un peu comme gelée dans le temps justement. Et c'est vrai que ça n'a pratiquement pas été touché depuis la Révolution. Il y a des quartiers comme ça entiers qui n'ont pratiquement pas été touchés. Et ça donne une beauté, mais qui est quand même pratiquement condamné à disparaître parce que, par exemple, pour le film, en pré-production, je cherchais un palais, une villa, on va dire, pour justement le personnage principal, Mario Conde, donc une maison idéale. Et j'ai cherché dans le quartier de la Víbora, de la vipère. Et donc, quand je suis revenue pour tourner justement là où je pensais tourner, eh bien, ça avait été détruit. Donc, voilà, il y a une beauté avec
avec une histoire magnifique, qui est encore présente, mais avec un équilibre très fragile. Et moi, c'est quelque chose qui m'attirait aussi, finalement, ce côté imprévisible de la Havane. À chaque recoin, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Et donc, il y a quelque chose d'homogène, mais en même temps qui est très, très fragile. Donc, voilà, c'est ce passé historique présent encore qui m'intéressait. Podría seguir hablando de la arquitectura de La Habana, pero donc il est vraiment, je crois, intarissable sur la question de l'architecture. Mais on va lancer d'autres questions, quitte à revenir sur l'architecture. Alors, d'autres questions? Oui, Kevin. Donc là, et puis là. Il y en a eu 3 là. Super. Moi, je n'ai pas vraiment de questions, c'est juste mon ressenti. Je suis allée une seule fois à La Havane et depuis cette visite, alors je l'ai vue en tant que touriste, bien sûr, mais depuis cette visite, je me suis passionnée pour la production de Leonardo Padura et je pensais être un peu déçue parce que quand on lit un livre, on a notre imaginaire. Et c'est toujours très difficile de voir un film. Et là, non seulement je n'ai pas été déçue, mais ça a été au-delà du livre. Je trouve que c'est... Ouais. C'est enfin l'impression que j'avais ressentie en lisant le livre, elle a été magnifiée par le film. Et je voulais vous remercier pour ça. Et ce que j'ai aimé aussi chez cet auteur, c'est que dans chaque livre, il nous fait découvrir un milieu particulier, que ce soit sur le plan social ou un quartier particulier de la Havane, quelque chose qui est vraiment, vraiment dont on ne nous parle jamais. Donc, je pense que pour un réalisateur, il y a une mine. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce magnifique film. Et éventuellement, je pense que beaucoup de gens comme moi aimeraient qu'il y ait un autre volet de la Havane qui soit filmé par vous et qui soit aussi magnifié avant que tout ça disparaisse. Ce qui est remarquable aussi, c'est cette amitié, cette fraternité, cette solidarité au-delà de la misère qui fait que les gens sont joyeux, ils gardent des valeurs et voilà, ils sont malgré tout, est-ce qu'on peut dire heureux? Pas à notre manière, mais à leur manière, ils gardent cette joie de vivre grâce à ces valeurs fondamentales, surtout de solidarité. Voilà, merci beaucoup. Muchas gracias por esas palabras que eran muy bonitas, o al menos muy bonito lo que me ha dicho Victoria. No sé si son así en el original. Gracias. Efectivamente, Leonardo Padura habla mucho de que para él la novela policíaca es, en el fondo, novela social. Le permite a él, la investigación policial es un pretexto para él para sumergirse o describir una parte de la sociedad cubana, una parte de un elemento de la vida en La Habana. Efectivamente, como os comentaba antes, esta se puede decir, es una parte de una tetralogía, y si en Vientos de La Habana se toca el tema de la enseñanza, los cambios con las drogas o con las implicaciones policiales, en cambio luego en Pasado Perfecto trata más el tema de las empresas, corrupción en las empresas, de importación y exportación. En Máscaras habla de la homofobia,
implícita en determinados estamentos de la sociedad cubana. En Paisaje de Otoño, el tema del arte, que sucedió con toda la riqueza artística que había previa al estallido de la Revolución. Bueno, efectivamente, estoy simplificando todo mucho para no darle demasiado trabajo a Victoria, pero efectivamente para Leonardo Padura podríamos decir que sí, que es un tipo de novela social para analizar ese alma cubana. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, c'était très, très beau. Et Leonardo Padura, donc l'auteur de ces romans, finalement écrit ces romans policiers dans le fond pour pouvoir écrire des romans sociaux. C'est un prétexte pour s'immerger dans ces villas, pour décrire vraiment une partie spécifique sociale de Cuba, mais de la Havane également. Et comme je disais, il y a 4 films finalement qui ont été faits, donc à partir de 4 romans qu'il a écrits. Donc Vent de Carême, c'est dans le monde un petit peu du professorat, de l'implication des drogues et également des implications policières dans la corruption. Mais il y en a d'autres qui parlent d'autres thèmes justement. C'est ça qui est intéressant chez Leonardo Padura, parce que il y en a un autre qui s'appelle Passé parfait et qui parle plus de la corruption dans les entreprises d'importation et d'exportation. Il y a aussi Mascara, Masque, qui parle plus de l'homophobie qui existe malheureusement dans la société, également cubaine. Il y a Paysage d'automne aussi, qui parle plus de l'art, et notamment de la richesse artistique qui existait avant justement l'éclatement de la Révolution. Donc voilà, Leonardo Padura, c'est vraiment, il fait ce type de roman social pour pouvoir analyser l'âme cubaine. Il y avait une question là-bas. Oui. Le micro est là. Voilà. Oui, bonsoir. Je voulais savoir en fait si la transposition de ce film est à l'initiative de Leonardo Padura, parce que j'ai vu un autre film de Laurent Cantet. Je crois qu'il y a une production aussi, Retour à Ithac, qui est aussi une production, une retransposition, enfin un travail avec Leonardo Padura. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, peut-être pas trop. Je vais répéter. La question, j'entends pas très bien. Oui, c'est ça. Il y a un brouhaha. Oui, ma question en fait, c'était savoir si la transposition de ce roman de Padura venait de Padura lui-même, parce que j'ai eu l'occasion de voir. Oui, voilà l'initiative, voilà. Parce qu'il y a un autre film, Laurent Cantet, Retour à Ithac, avec lequel Leonardo Padura a apporté aussi son, je ne sais pas à quel niveau, mais il y a eu un travail avec Laurent Cantet, en fait. Sí, Padura estaba totalmente dentro del proyecto desde el principio. Ya desde el momento en el que me ofrecen a mí esta apasionante aventura, Leonardo Padura ya estaba como guionista principal para adaptar las historias. En la escritura de guión hemos participado Leonardo Padura, su mujer, Lucía López Coll, y yo. Con respecto a lo que comentaba usted antes de si había sido fiel o no fiel, decepcionante o no la experiencia, Padura decía, lo mejor es que haga yo la adaptación y así nadie puede criticar si ha sido decepcionante. Si eso es, así que sí, ha sido un trabajo entre
un trabajo de escritura de guión, diría yo, entre tres grandes cabezotas, tres cabezas duras. Padura, su mujer y yo. Somos muy cabezotas y a veces Padura y yo chocábamos, como digo yo, como en esos documentales de televisión donde se ven a dos ciervos o dos búfalos chocando una y otra vez y ves que no van a ningún lado, pero siguen y siguen. Pues esto era algo parecido. Nos queremos mucho, nos reímos mucho, nos llevamos muy bien, pero cada uno velaba porque ese equilibrio se mantuviera lo mejor posible. Un equilibrio entre, como digo yo, entre la cubanidad del proyecto y el potencial cinematográfico, por así decirlo, de la historia. Oui, en fait, Leonardo Padura était dans le projet depuis le début. Au moment où on m'a proposé cette passionnante aventure, le scénariste principal était lui déjà prévu pour adapter donc le livre. Et donc on était trois pour écrire ce scénario, cette adaptation cinématographique. Lui, sa femme, Lucia Cole, et moi. Et justement, pour parler de ce qu'on avait dit, tout ça, si on était fidèle ou pas, ou si c'était décevant ou pas, eh bien, c'est ce que lui s'était dit. Et autant que je m'y colle moi, comme ça, c'est sûr qu'on pourra me critiquer que moi. Voilà. Et ce travail donc d'écriture de scénario, en fait, c'était l'idée de trois têtes dures, trois entêtés qui finalement se sont ont beaucoup discuté pendant cette écriture-là, et notamment Leonardo et moi. Ça me rappelait un peu ces documentaires qu'on voit à la télé, vous savez, animaliers, où on voit tout d'un coup deux élans ou alors deux bisons qui s'affrontent et qui se cognent comme ça la tête sans arrêt, sans savoir pourquoi et jusqu'où ils vont aller, mais qui continuent quand même. C'était un petit peu ça, notre rapport. Mais on s'entend très bien, on a beaucoup ri, mais chacun a essayé de veiller à ce que... de veiller à ce qu'on garde l'équilibre le meilleur possible, le meilleur équilibre possible. C'est-à-dire l'équilibre entre cette cubanisation du projet, on va dire, pour le dire d'une certaine manière, et le potentiel cinématographique du film. Voilà. Donc, ça balançait constamment entre ça, et on voulait garder cet équilibre-là. ¿Sabías algo? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí, La pregunta que han hecho es si conocías la película. Sí, sí. ¿Qué relación veías con esa película y lo que tú has hecho? Sí, con respecto a Regreso a Ítaca, desde luego la conocía cuando estábamos en plena preproducción de este proyecto. Se estaba dando en La Habana una cierta polémica porque la película de Logan Cantet había sido anunciada para estar en el Festival de La Habana, estaba incluso en el programa del festival, pero después no llegó a proyectarse, con la consiguiente movilización de actores y directores de Cuba implicados en la película o no, estaban... Así que desde luego bueno, yo ya había visto el proyecto y desde luego estuve muy cercano a él por todos estos aspectos. Y desde luego es una película o es un proyecto muy cercano al nuestro, en cierto modo, porque relata también lo que yo llamo una crisis generacional, que es muy importante para Leonardo Padura. Es la crisis de aquellos que dieron su vida, dieron toda su juventud, todas sus ilusiones, dedicaron su vida por unos ideales que a día de hoy han cambiado. El mundo ha cambiado, esos ideales no se han... eso se ha transformado, o el mundo se ha transformado, o esos ideales ya no se han cumplido, y ahí hay un sentimiento de pérdida
muy importante en esa generación, que mira atrás y se pregunta qué ha pasado con los mejores años de mi vida, qué ha pasado con todas mis luchas y mi dedicación. Y creo que es algo que está muy presente en Regreso a Ítaca y también está presente en nuestras películas. Por ejemplo, en Vientos de La Habana lo habrán visto en las reuniones de amigos, ¿no? En el espíritu y las conversaciones que reinan en las reuniones de esos amigos. En fait, retour à Ithaca, j'en avais à Ithac, je crois qu'on dit comme ça en français. Ouais, j'en ai entendu parler lors de la pré-production du projet à La Havane. Donc, ce film, eh bien, il devait être projeté dans un festival, le Festival de La Havane. Il était prévu dans la programmation et finalement, il n'a pas été projeté. Et donc, il y a une mobilisation des acteurs, des réalisateurs, pas seulement du film, hein, mais des autres aussi. Qui n'a pas empêché le fait que le film ne soit pas finalement projeté. Et donc, c'est vrai que j'avais vu, moi, le projet, et c'est vrai, il est assez proche du mien par certains aspects, mais pas complètement quand même. Il y a un thème comme la crise d'une certaine génération qui, en effet, se retrouve dans les deux, parce qu'il y a... il y a toute une génération qui ressent une sorte de désillusion, surtout par rapport à leur jeunesse et à leurs idéaux pour lesquels ils ont lutté longtemps, et finalement des idéaux qui ne se sont pas accomplis. Et qui, même avec le temps, se sont transformés en quelque sorte, parce que le monde a changé. Et donc, ils ont ce sentiment de perte, surtout quand ils regardent derrière eux et qu'ils ont quelque part gâché, ce sentiment d'avoir gâché un peu leur meilleure année, leur meilleure année de leur vie, et dans des luttes et avec cet engagement qui était le leur, et que finalement, pourquoi ? Donc, c'est vrai que c'est présent donc, dans Ithaca, mais également donc, dans les réunions qu'on retrouve dans Vientos de Habana, entre ces amis justement qui se réunissent et qui ont cet esprit-là et qui parlent de ça constamment et qui reviennent constamment là-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup là-bas. Alors, il y avait une question là-bas. Una pregunta, bueno, me ha gustado mucho la película, al mismo tiempo la encuentro muy bonita y muy triste, como en los libros de Padura, cuando cuenta el periodo especial cubano y se refleja, pero creo que no es el primer libro de la serie, ¿no? ¿Fueron los productores que quisieron empezar por otro que no fuese el primero? Oui, juste, on a trouvé le film très beau et très triste à la fois, comme un petit peu les romans justement de Leonardo Padura. Mais elle pense que c'est pas le premier livre de la série en fait, celui-ci, Vent de Carême. Donc elle voulait en savoir un peu plus. Fue una decisión tomada al unísono entre Padura, los productores y yo. A todos nos parecía que Vientos de La Habana tenía una estructura, ¿cómo lo diría yo? Que podía ser más claramente el buque insignia de la tetralogía. Buque insignia, de algún modo, Pasado Perfecto, que fue era la primera novela de la tetralogía, quizás nos reflejaba también lo que se iban a mostrar en las 4 historias, que Vientos de La Habana tenía más riqueza de ambientes, estratos sociales, acción, de algún modo era un compendio que reflejaba mejor un poco sintetizaba mejor el universo de Conde a todos los niveles, ¿no? Ya digo, fue una decisión tomada entre todos, porque todos lo vimos. Estamos hablando también del potencial cinematográfico de las 4 y de cómo, y en ese sentido parecía que Vientos de La Habana podía ser más una
tarjeta de presentación mejor de esa historia. Ça a été une décision qui a été prise à l'unisson entre Padura, l'écrivain, donc les producteurs et moi, parce qu'il nous semblait que Vent de Carême pouvait être un peu comme la pièce maîtresse, justement par rapport à ces quatre romans et donc films. C'est ce qu'elle pouvait représenter. Pasado Perfecto, le passé parfait, et le premier roman. Mais on trouvait que ça ne reflétait pas assez justement toute cette richesse de l'ambiance, ces strates sociales, l'action aussi, que justement Vent de Carême résumait de manière plus parfaite et reflétait aussi mieux l'univers de Condé, donc de ce personnage, à tous les niveaux. Et il faut ne pas oublier qu'on parle également de potentiel cinématographique avec ces 4 films. Et il nous semblait que Vent de Carême était vraiment la carte de présentation, en fait, la carte de présentation la plus indiquée pour commencer cette tétralogie. Ahí es inévitable que todavía me encuentro a gente que me dice, no, de las 4 películas creo que mi favorita es la segunda, es la tercera, es la cuarta. Quiero decir, hay gente para gustos están los colores, como dicen en España, cada uno tiene sus preferencias. Yo quiero pensar, yo eso me lo tomo como me lo tomo por el lado bueno, es decir, que aunque sí Vientos de La Habana se rodó como una película para cine y se le dedicó, digamos, una atención especial, como decía antes, como tarjeta de presentación del proyecto, sí que hicimos un especial esfuerzo en que no hubiera diferencia en las otras 3 ni en la autoexigencia de la calidad, del potencial visual o cinematográfico, en la recreación de atmósferas o de estratos sociales. Es decir, hicimos un especial esfuerzo en que no hubiera ningún tipo de diferencia para el espectador. Con lo cual, cuando me encuentro con alguien que me dice que prefiere la 2 o la 3 o la 4 de estas historias... ¿Ya están rodadas las 4? Sí, se rodaron las 4, aunque rodamos primero Vientos de La Habana, como digo yo, a continuación, sin parar, hicimos esta maratón de rodar 4 películas seguidas. Sí. Oui, je commence. Quand je rencontre des gens, il y en a qui me disent moi je préfère la première ou la deuxième ou la troisième. En fait, bon, tous les goûts sont dans la nature, hein, donc je prends du bon côté cela. Mais je pense que vraiment Vent de Carême, qui donc était prévu pour le cinéma, on y a apporté vraiment une attention spéciale parce que justement c'était notre carte de présentation. Mais on n'a pas voulu perdre de cette exigence avec les 3 autres films qui ont été tournés juste après. Ça a été un vrai marathon. Finalement, on a tourné les 4 films l'un à la suite de l'autre. Et donc, on était tout aussi exigeants pour ce qui était de la qualité des films, du potentiel visuel cinématographique, également de l'atmosphère et des strates et de l'histoire, de la narration des strates sociales. Voilà, on a été tout aussi exigeants, même si elles étaient après destinées, ces 3 autres films, à la télé. La última, ¿cómo lo han vivido los cubanos? Porque una entrevista de Padura decía que no le leían mucho los propios cubanos. ¿Y las películas cómo las han aceptado bien o no? Yo no he entendido que ha dicho... Una entrevista que pusieron en Arte que Padura hablaba decía que los cubanos no lo conocían mucho, que no leían sus libros. Eso dijo él, pero no tengo ni idea. Bueno, que dans une interview sur Arte, Padura disait que les Cubains ne lisaient pas beaucoup ses romans et qu'ils ne le connaissaient pas spécialement. Voilà, donc elle voulait savoir un peu plus. Creo que sí que es muy conocido Padura en Cuba. En La Habana es una institución.
cuando él dice esas palabras hay también una elegante crítica a cómo se le edita a Padura dentro de la isla. Es verdad que son ediciones pequeñas que se agotan enseguida o desaparecen misteriosamente bueno, sus novelas circulan de otra forma alternativa. De esa misma manera, Netflix Estados Unidos ya ha empezado a mostrar las 4 películas y bueno, ¿cómo explicarlo esto? En Cuba existe lo que llaman el paquete. El paquete es una especie de distribución underground ilegal de contenido audiovisual. Es una red, yo diría, una red más eficiente que muchas de las distribuidoras internacionales, porque lo que un día se está emitiendo en Miami, la semana siguiente ya está en todas las ciudades principales de Cuba y está en muchos hogares. Es una distribución a través de discos duros y pendrive, es como una especie de verdadero entramado de distribución ilegal de contenido audiovisual. Entonces, desde que Netflix Estados Unidos ya está emitiendo las 4 estaciones en La Habana, nos llueven opiniones, está mal que lo diga yo, pero creo que muy buenas y muy entusiastas de cubanos que han visto las películas en el paquete, y un público. ¿De manera legal no se proyectaron en los cines? Solo Vientos de La Habana se proyectó dentro del Festival de Cine de La Habana. Vientos de La Habana, la que han visto ustedes hoy, se vio en el Festival de Cine de La Habana. En fait, il est très connu à Cuba et c'est une institution à La Havane. Mais quand il dit ça, donc cet auteur, Leonardo Padura, c'est en fait pour faire une critique élégante, on va dire, aux éditoriales de Cuba, parce qu'en fait, il est toujours édité par des petites éditoriales et qui donc très vite n'ont plus assez d'exemplaires à vendre et qui disparaissent même très rapidement, en fait, les exemplaires. Parce qu'en fait, ils circulent de manière, ces livres, de manière plus alternative, on va dire. En fait, il existe, par exemple, à Netflix est en train de passer les 4 films aux États-Unis, et il existe à Cuba un réseau qui s'appelle Le Paquet, et qui est en fait une sorte de distribution underground illégale et qui est un réseau, je dirais, bien beaucoup plus efficace que certaines distributions internationales. Parce que quand à Miami, donc Netflix par exemple, passe les films, eh bien à Cuba, très rapidement, on a des avis, des opinions qui pleuvent, et pour nous dire que justement, ils ont beaucoup aimé le film et même les 4 films, et qu'ils ont vu donc par le système de paquete. C'est un système qui fonctionne par disque dur et par clé USB en fait, et qui apparemment fonctionne très bien, puisque je vous dis, dès que ça sort à Miami, et bien le lendemain on a déjà des avis. Donc et le seul qui donc est passé au cinéma, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Vent de Carême, qui est passé d'ailleurs au Festival de cinéma de La Havane, et qui est le seul des 4 films donc à être passé au cinéma. Bon, la dernière question, parce qu'à côté, dans quelques minutes, il y a une fête, donc Festival Sushi Fête. Donc voilà, dernière question, mais vous retrouverez de toute façon Félix demain. Nous sommes allés à Cuba il y a 13 ans, c'était Fidel. Et quand on discutait avec la population, qui était très surveillée, on avait des sujets comme la prostitution et la drogue et la corruption, qui étaient des sujets tabous. Ce que je voulais savoir, c'était s'il y avait eu de la censure sur le film. S'il y a une censure, c'est ça? Oui, si le film a été censuré, des scènes de censurées. Si esta película ha sido censurada.
Sí que fue largo el proceso en el cual Leonardo Padura tuvo que reunirse con las correspondientes instituciones y hablar de los 4 guiones. Pero yo no diría que eso se ha traducido en una censura de ninguno de los temas. Es la verdad. C'est vrai que le processus a été long et que Leonardo a dû se réunir avec les différentes institutions pour parler des 4 scénarios. Mais je ne dirais pas que la censure qu'il y a eu de censure sur ces thèmes-là, en fait, qu'on a développé dans ces 4 films. C'est la vérité. Il y a eu des pourparlers apparemment, mais voilà. Mais ça, on n'a pas dû censurer quoi que ce soit. Bon, mais nous allons clore cette rencontre. Demain, Félix Biscarret sera là pour l'hommage à Emma Suarez, qui est sur la photo à droite, et à laquelle nous rendons hommage en présentation du film Bajo las Estrellas. Bonne soirée, la fête commence là dans 10 minutes. Au revoir, à demain. Merci.